et conscientiser surtout les ministères du Travail, ministère de l'Environnement, enfin les administratifs qui ne sont quand même pas encore avec la capacité factuelle de nous aider. Alors, ce que je viens d'entendre, vous dites qu'avec 50 000 €, on peut reprendre une entreprise à la barre du tribunal ? Oui, mais absolument. Je ne vais pas dire moins, parce que quand on a eu par le passé des ministres qui disaient créer votre entreprise pour 1 €, ça j'y ai jamais cru, parce qu'avec 1 €, vous ne faites rien. Et les banques sont quand même très difficiles. Quand vous avez 50 000 €, c'est pas non plus des sommes énormes, mais avec 50 000 €, oui, vous pouvez relancer une activité. Quand je pense à une de mes sociétés, Eurofac en Basse-Normandie, oui, il y a 15 ans, ils étaient 250. Aujourd'hui, ils sont 5. L'objectif, c'est d'être au moins 10 d'ici la fin de l'année prochaine, voire 15, et c'est pour ça que j'espère qu'on sera au moins 15 le plus rapidement possible. Mais vous reprenez effectivement une activité avec tout qui est là, et vous nettoyez effectivement ce qui ne va pas, vous vous adressez aux clients, vous avez forcément dans les clients que vous reprenez également des sociétés qui ont besoin de vous. Nous, on a Electrolux qui était ravi de savoir qu'on était encore en vie avec un vrai dirigeant motivé, etc., qui n'est pas là pour pomper tous les derniers acquis de l'entreprise. Le bénéfice, vous voulez dire ? Et donc, du coup, il faut relancer. Le temps détruit ce que l'on bâtit sans lui. Alors, expliquez-nous justement comment vous faites pour être au courant des entreprises à reprendre. Quelle est votre stratégie ? Non, j'ai aucune stratégie, malheureusement. C'est de fait, c'est au cours de mes activités. Ce sont mes sous-traitants, tout simplement, dans mes activités que j'ai depuis 26 ans. Ça a toujours été, monsieur le maire, faites du stock parce que l'usine va fermer. Elle est en liquidation. Et moi, le petit entrepreneur que je suis, parce que je me suis toujours considéré comme un tout petit, j'ai démarré de zéro dans un tout Algeco de 5 mètres carrés. Ma maman faisait des ménages, donc je ne fais pas partie de ces familles avec des fonds privés ou familiaux qui m'ont permis de reprendre ces boîtes. On est venu me voir en me disant, mais monsieur le maire, il n'est pas question que ces sociétés d'OD 1828, Pourcin 1830, c'est l'histoire du luxe français, c'est l'histoire de l'équipement militaire français, et ces grandes sociétés allaient totalement disparaître. Je me suis insurgé, et c'est pour ça qu'on a pour habitude de dire de moi que je suis un homme passionné, au franc-parler, et c'est vrai que je suis de plus factuel. J'agis, je plonge et après je regarde si je sais nager ou pas. Force est de constater, je touche du bois, je nage encore. Donc j'ai ma méthode. Alors vous venez de donner les dates, effectivement, la maison Daudet et la maison Pourcin, 1828 pour Daudet et pour Pourcin c'est 1830. Expliquez-nous un petit peu les spécialités de ces deux entreprises. Alors Daudet, monsieur Daudet est l'inventeur de l'œillet, c'était un médecin à la base, qui dans les guerres napoléoniennes devait amputer à tour de bras les soldats sur les champs de bataille et ne pouvait pas retirer les bottes. Alors du coup, il a réfléchi à la question et donc il a créé l'œillet métallique pour pouvoir lasser et délasser les bottes des militaires. Et c'est comme ça qu'il a créé l'œillet. Ça a été alors il a créé l'œillet, après le rivet tubulaire, le bouton pression, qui sont des produits du coup qui ont été créés en 1828, 1868, 1888. Et vous avez tous aujourd'hui, je vous vois madame avec vos chaussures, vous avez des œillets certainement Daudet à vos chaussures. Ce sont les produits, c'est un peu comme la roue. Je pense que ad vitam aeternam on les aura. Alors les fabrications au fil du temps ont beaucoup disparu et pour autant ces usines, grâce à la qualité de leurs produits, sont restées encore existantes jusqu'à maintenant. Pourcin surfe exactement sur la même histoire que Daudet, puisque eux étaient spécialisés dans les boucles d'harnachement pour les chevaux, fournissaient la garde royale, les guerres napoléoniennes, on fournit d'ailleurs toujours les cavaleries royales du Danemark, de Suède et parfois même du Maroc. Eux étaient spécialisés dans j'ai apporté d'ailleurs un vieux catalogue de 1890. Si vous nous regardez en vidéo, voilà. Vous allez voir à la vidéo que Karl Lemaire a apporté des boucles de ceinture, des équipements pour les chevaux avec du laiton et puis aussi un catalogue, un ancien catalogue. De l'époque, et c'est pour ça qu'à l'époque on fournissait la cavalerie et puis les carrosses, parce que la voiture n'existait pas, mais quand la voiture est arrivée, et bien du coup tous les fournisseurs tels que la maison Pourcin perdaient des grands marchés, et du coup monsieur Pourcin a eu l'idée de changer 2-3 choses et à conserver les cadres de carrosses pour s'orienter vers la maroquinerie. Début de l'industrialisation européenne, les trains, les voyages, les sacs à main, les voyages, et c'est comme ça que des maisons comme Louis Vuitton, Hermès, que l'on connaît bien aujourd'hui, mais étaient parmi les premiers clients de la maison Pourcin, et on est plus âgé que ces maisons-là, et on fournit d'ailleurs toujours ces maisons à plus petite quantité, c'est là où vous aurez éventuellement une action aujourd'hui beaucoup plus lucrative, on va dire, pour sauver ces savoir-faire, mais et c'est comme ça que ce soit Pourcin au travers de ses boucles, ou Daudet au travers de ses œillets, nous sommes l'histoire du luxe
français, l'origine du luxe français. Et du coup, vous avez retrouvé tous les catalogues avec tous les modèles depuis le départ dans Alors ces chez deux maisons. Pourçain, on a eu le privilège d'avoir tous les catalogues, mais je vais vous dire aussi toutes les matrices et les outils de production. Donc on a toujours les matrices et on travaille toujours avec les matrices pour fabriquer les accessoires tels qu'ils étaient fabriqués au 19e siècle. Est-ce que c'est un travail artisanal ou bien est-ce qu'il y a des machines? Comment ça se passe? Merci de votre question, parce que souvent on nous accapare souvent, on pense qu'on est essentiellement artisanal, mais pas du tout. Il y a des pièces qui se travaillent de manière artisanale, on a un savoir-faire manuel, mais on a également des équipements qui parfois datent des années 60 ou des années 80, où la machine sait produire 200 000 boucles jour, et c'est la raison pour laquelle on sait produire des volumes assez importants. Là, je parle pour Pourçain, où on sait fabriquer 2 millions de boucles. Il n'y a pas besoin d'aller en Chine ou en Italie pour aller commander ces boucles-là. À Paris, parce que c'est fabriqué à Paris même, on sait fabriquer de manière industrielle. Vous avez un magasin d'ailleurs à Paris? Alors c'est un magasin, parce que c'est le magasin d'origine, avec son atelier derrière. Donc notamment dans les journées du patrimoine, on fait visiter l'usine qui est derrière. Et là, on a à la fois des machines du 19e siècle qui fonctionnent toujours et des machines des années 80-90 qui tournent toujours. Alors si ma mémoire est bonne, vous êtes installé dans le Marais, c'est bien ça? Non, dans le 10e arrondissement, c'est les bords du canal Saint-Martin. Et vous ouvrez un deuxième magasin? Alors j'ouvre un deuxième magasin pour Daudet, parce que justement ça surfe sur la même qualité de produit, parce que Daudet lui est spécialisé dans l'œillet et dans le bouton pression et le rivet, donc c'est de l'emboutissage, ça n'est pas le même procédé de fabrication. Là pour le coup les machines sont totalement industrielles, puisqu'elles fournissaient à l'époque les coupeurs, enfin toutes les vis, c'était des très grosses usines, 2000 personnes dans les années 80 chez Daudet, aujourd'hui on est 30, mais l'équipement est toujours là. Donc il s'agit effectivement de relancer ces activités, et là pour le coup on sait travailler, on sait concurrencer la Chine, on fournit au niveau international et on a la capacité au niveau des coûts d'être même parfois moins cher, notamment pour les questions de transport, que nos amis les Chinois, Turcs et autres pays émergents. Et donc j'ai ouvert un magasin, je vais ouvrir, j'espère d'ici fin mars, le magasin Daudet, parce que Daudet avait quand même son dépôt à l'époque à Paris, ça s'est pas vu depuis très longtemps. Pour la petite histoire, vous aviez Coco Chanel par exemple, qui allait rue Vieille du Temple au dépôt de chez Daudet dans les années début du siècle, et donc avait pris un œillet canapé qui aujourd'hui fait partie de l'œillet de son Timeless qu'on voit sur tous les sacs à main Chanel. C'est un œillet Daudet que l'on produit toujours, que l'on a toujours en collection, et j'aimerais que Paris redevienne la capitale de la mode et la capitale du luxe. J'œuvre beaucoup pour ça, et c'est une raison pour laquelle je me suis attaché à avoir toujours le magasin Pourçain rue des Vinaigriers, et bientôt le magasin Daudet qui pourra rendre accessible à tous les créateurs et jeunes sociétés, parce que j'aide beaucoup les nouvelles sociétés de création pour s'orienter vers du produit à la fois écologique et à la fois français. Made in France. Absolument. Et donc il sera installé où ce deuxième magasin? Il sera au 49 rue des Vinaigriers, c'est-à-dire dans la même rue que Pourçain. Donc il y aura 10 mètres qui sépareront les deux magasins. Alors ce qui est important également dans l'histoire de la maison Pourçain, c'est que lorsque vous avez repris cette entreprise, vous avez rappelé des salariés qui étaient partis. Mais oui, mais c'est pas propre que à Pourçain, c'est propre à toutes ces usines qui sont en liquidation. Généralement, c'est très délicat parce que pendant un an, l'usine ou l'entreprise va se retrouver dans une atmosphère très, très délétère et où les salariés ne savent pas où ils en sont. Ils sont généralement licenciés au bout d'un moment parce qu'il faut faire des économies. Et c'est là où moi, j'avoue, et je vous en parle un peu avec émotion parce que c'est quelque chose auquel je suis très attaché, c'est effectivement, j'ai eu la possibilité mes premières actions étaient de recontacter les salariés qui avaient été éventuellement licenciés pour qu'ils reviennent avec leur savoir-faire. Vous aviez les personnes qui sont en phase de retraite, qui peuvent prendre leur retraite. J'ai même, notamment à la maison Pourçain, repris quelqu'un qui était en retraite, qui me dit, mais monsieur le maire, moi je peux transmettre le savoir-faire que j'ai, je veux bien rester jusqu'à ce que je transmette ce savoir-faire. Je pense à la soudure, à l'argent massif que l'on fait chez Pourçain. Et aujourd'hui, on a Sacha qui a 33 ans, qui a appris, qui le fait très bien. Et aujourd'hui, Patrice peut prendre sa retraite à 76 ans. Je suis pour le recrutement des personnes de plus de 65 ans. Ce sont eux qui ont le savoir-faire, ce sont eux qui savent refaire tourner. Et c'est surtout des gens passionnés. Quand c'est depuis des générations qui sont derrière leur machine, c'est des gens passionnés. Il faut comprendre qu'un ouvrier, c'est un des métiers les plus nobles à mes yeux. Il vit sa machine. Quand il a un problème mécanique, il n'endormira pas de la nuit. C'est des hommes avec une authenticité de faisabilité incroyable. Et alors du coup, les grands donneurs d'ordre dans le luxe peuvent vous demander, qu'est-ce qu'on peut vous demander à faire? Est-ce qu'il y a des matériaux, parce que on a cité le laiton, vous utilisez le laiton, mais vous avez cité l'argent aussi?
Qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre pour faire des belles boucles, que ce soit pour les sacs à main, pour le luxe ou même pour les chevaux? Alors, je ne vais pas utiliser autre chose. Je travaille le laiton sous différentes formes. C'est que le laiton, comme tout matériau, se travaille à la fois. Alors, on cambre le laiton, on fait de la fonte, on fait de l'emboutissage, on fait de l'usinage. Et ce sont différents métiers. Travailler le laiton, ce sont différents métiers avec des usines qui travaillent différemment le laiton. Donc, c'est promouvoir en tout cas le laiton pour ses qualités écologiques et ses qualités de résistance. Les donneurs d'ordre, oui, j'ai envie de faire appel à eux pour leur dire, mais changez votre fusil d'épaule. Vous faites partie de la génération qui avait vécu la fin de l'industrialisation française en s'orientant plutôt en disant c'est mieux ailleurs, c'est mieux en Italie, c'est mieux en Chine, c'est mieux en Turquie. Et aujourd'hui, on se conscientise enfin sur le fait que, bah oui, le niveau de vie des Chinois a augmenté, les coûts commencent à devenir plus importants, avec l'effet Covid notamment. On a pu voir à quel point mes usines ont été sollicitées, et je me suis félicité, nous nous sommes tous félicités d'avoir sauvé ces usines, notamment d'Audet il y a 9 ans, parce qu'elles auraient complètement disparu. Et là, étonnamment, vous avez ces grands donneurs d'ordre qui passaient leurs commandes en Chine, alors pas directement, généralement c'est les sous-traitants, etc., sont revenus vers nous, et ils étaient ravis d'apprendre qu'on avait toujours les outils et les machines qui pouvaient fournir des millions de boutons de pression en 4 semaines. Donc finalement, que ce soit les grands donneurs d'ordre ou même l'État, puisque vous travaillez pour les équipements militaires, oui, sont contents, reviennent, ou est-ce qu'il faut les booster pour qu'ils passent leur commande? Il y a une méconnaissance. Il faut les booster, il y a une méconnaissance, mais je crois que c'est propre à beaucoup de secteurs, comme celui de monsieur. C'est-à-dire que tous ces grands donneurs d'ordre, effectivement, ça peut être le ministère de l'Armée ou les ministères des différents ministères, et il faut se déplacer, il faut venir voir. Je suis toujours très surpris quand on a Pourcin et Daudet, qui sont des usines qui ont plus de 150 ans. Vous voyez ces grands donneurs d'ordre qui ne savent pas comment on travaille le produit, et qui pourtant, là, Pourcin à Paris, c'est pas très loin, hein. Vous prenez le métro, en 10 minutes, vous pouvez visiter l'usine. Les grands donneurs d'ordre ne viennent pas voir ce qu'il y a derrière. Ils restent derrière leurs écrans à imaginer un produit, et veulent un produit tel qu'ils le voient sur leur écran, sans se rendre compte que derrière, bah oui, il y a du gras, oui, il y a du bruit, oui, il y a des êtres humains. Ouh, ça fait peur des êtres humains aujourd'hui. Venez voir, et surtout prenez conscience de toute la dynamique que cela génère dans un quartier, dans une région, dans une ville. Et là, je pense en province, en Basse-Normandie, où là, ça a un impact très, très important. Et il n'y a pas grand-chose à faire. Il suffit simplement de changer le nom du fournisseur et de s'orienter vers du Made in France, avec notamment... Et je veux le souligner pour faire éventuellement une transition avec monsieur, c'est que nous sommes français, nous sommes européens, nous sommes sous une législation européenne maintenant depuis 25 ans. Arrêtez, quand je vois dans les médias, on oublie ça, mais on est soumis à des conditions que moi je salue. J'ai jamais été contre le fait qu'on nous oblige à ne plus utiliser tel produit, tel produit, tel produit. Je crois que c'est ce qui se passe également dans l'agriculture avec le fameux glyphosate. Mais on est pareil, nous industriels. Et aujourd'hui, on peut se féliciter quand vous prenez un rivet français, quand vous prenez une boucle française, vous êtes garant d'un respect de la RSE, la responsabilité sociale et environnementale. Le mot social aussi est très important. On est dans le respect total de la législation. Consommer français, consommer européen, c'est militer pour la planète en quelque sorte. Alors pour vous, quelle serait l'augmentation de chiffre d'affaires en pourcentage, j'allais dire? Comment vous voyez votre développement si les grands donneurs d'ordre jouaient le jeu? Très très vite, ça peut aller très très vite. J'ai eu quelques exemples où parce que notamment, je pense, vous voyez la boucle, j'ai apporté ici une ceinture de la gendarmerie, un peu ancienne, mais ça y est, la boucle, alors c'est la boucle à jonc 4629. Pendant 15 ans, le ministère de l'Armée a arrêté de passer cette commande de boucle en laiton et prenait du plastique. Alors du coup, les gendarmes, les policiers étaient mécontents parce que les qualités du plastique ne sont pas les mêmes que du laiton. Et là, étonnamment, depuis 2019, c'est revenu. C'est revenu, et moi j'avais sauvé Pourcin. On a eu la chance d'avoir 50 000 pièces qui ont été repassées en commande. Ça représente du coup un chiffre d'affaires facilement de 100 ou 200 000 euros. Vous prenez 10 références comme ça, vous demandez ou à l'armée ou au luxe, à Vuitton, à Chanel, à Hermès, hop, repassez-moi une commande et je peux doubler, tripler. Les progressions elles vont très vite. Chez Pourcin, la première année, c'est plus 35%. Et ça peut aller très très vite. Il suffit simplement que le donneur d'ordre nous dise voilà, allez sur ce produit-là, j'appuie sur le bouton parce qu'il est déjà existant le produit et on triple le chiffre d'affaires. Alors commercialement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut bien sûr se faire référencer, j'imagine. Oui, il faut répondre il y a des cahiers des charges précis, ça se passe comment? Alors il y a des cahiers des charges que nous connaissons mieux que nos clients. Donc généralement, alors je vais être un peu critique, excusez-moi, mais on va souvent, notamment dans le secteur du luxe, on va avoir des jeunes
jeunes donneurs d'ordre qui vont nous envoyer des cahiers des charges qui sont complètement inapplicables. Je ne sais pas si vous avez ça également dans la science, mais vous allez trouver des plans et puis quand vous prenez en réalité le plan, vous allez avoir l'ardillon qui va dépasser du cadre. Et bref, comment dire, le fait de l'administration dans le cahier des charges n'est pas du tout en conformité avec la réalité. Or, nous, on est dans la réalité. Donc, on connaît mieux les cahiers des charges. Je le dis souvent à mes clients, mais nous, on les connaît. Les normes pour l'armée, pour le luxe, elles sont différentes. On les connaît, on travaille déjà. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont mis en place toutes ces normes-là avec un des grands noms du luxe il y a 20 ans, quand c'était pas encore vraiment à la mode. Donc, on sait répondre à ça. C'est nous qui savons mieux, j'ai envie de dire. Ils vont pas mal le prendre, mais nous savons mieux que vous ce qu'il faut et on sait vous aiguiller dans l'utilisation des métaux. Quand moi je milite pour le laiton, c'est parce que je sais que c'est un métaux d'avenir. Quand j'ai sauvé Daudet, je savais que on me dit que j'ai parfois la vista, mais je savais que dans les 7-8 ans qui allaient venir, on allait se diriger vers le laiton, le produit made in Europe, etc. Et c'est ce qui se passe actuellement. Karl Lemaire, je rappelle que vous êtes donc le dirigeant du groupe Agdis que vous avez formé en reprenant successivement plusieurs sociétés françaises mythiques, par exemple Daudet, la Maison Pourcin et Eurofac. Vous pratiquez ce que vous appelez le management sensoriel. Alors c'est quoi le management sensoriel ? Écoutez, ça va être comme mes diplômes, ils sont propres. C'est-à-dire que j'ai pas de diplôme et du coup effectivement j'aime bien dire que j'ai un management sensoriel parce que contrairement, j'ai eu cette conversation il n'y a pas très longtemps où je cherche à embaucher et donc on me dit mais quel est le profil que vous voulez, et j'ai dit écoutez, en fait on va pas faire comme ça, c'est que moi depuis 25 ans je rencontre une personne et c'est au travers de la personnalité de la personne que je vais lui trouver le poste qui pourrait lui convenir dans mon entreprise. Je rappelle aux auditeurs que je suis une TPE, donc une mentalité de TPE, et c'est là où la richesse des très petites entreprises ou des moyennes entreprises, c'est quand on a cette capacité sociale, on a un rôle social énorme, c'est-à-dire que le cliché des années 80-90 où on cherche un poste avec dans le commerce, encore une fois, il faut que vous ayez telle performance, tel diplôme, ça frustre terriblement. J'en fais partie, parce que quand j'étais jeune étudiant, parfois je tremblais devant les annonces auxquelles il fallait répondre. Pour ça que j'ai créé ma propre boîte. Alors que le sensoriel, c'est justement adapter l'activité qu'on pourrait donner au travers d'une personnalité. Et en fait, au cours de ces 26 dernières années, toutes les activités que j'ai aujourd'hui, je les ai bâties au fur et à mesure des personnes que j'ai rencontrées. Fonction de leur personnalité, alors du coup je vais me diriger vers tel secteur. Si je me suis dirigé vers le secteur du luxe, c'est parce qu'à un moment donné j'ai embauché une personne qui avait une expérience dans ces secteurs-là. J'ai dit écoutez, moi je pense que dans mes métiers ça pourrait peut-être servir à quelque chose. Et puis voilà, aujourd'hui je suis un incontournable parmi les plus grands du luxe. C'est toujours des opportunités. Alors ça paraît un peu mystique ce que je vous raconte, mais en même temps c'est factuel. Moi-même je me demande comment je fais pour être un incontournable dans l'armée, dans le luxe. Comment est-ce que j'ai fait? Non, j'ai pas harcelé commercialement. Vous n'êtes pas dit je veux devenir un incontournable du luxe et pas du tout. Et du militaire, du milieu militaire? Pas du tout. Non, c'est la rencontre avec l'autre. C'est la rencontre avec l'autre, c'est l'opportunité dans le bon sens du terme. Moi j'explique souvent aux jeunes également, mais le travail, s'intégrer dans la société, le travail doit être un épanouissement. Et c'est vrai que le monde de la TPE, il y a quand même une dimension assez familiale et assez associative. Je suis issu assez d'un milieu associatif et compagnie, ce qui fait que j'ai cette dimension où moi-même en tant que patron, je suis un capitaine d'équipe. Je suis sur le terrain avec mes équipiers et puis parfois je fais une connerie, parfois je ne mets pas le ballon là où il faut, donc je peux être le capitaine, je peux parfois faire des erreurs et réciproquement. Donc c'est une histoire humaine. Le monde de l'entreprise, c'est avant tout pour moi une histoire humaine. C'est comme les associations, c'est la même dynamique sensorielle, j'ai envie de dire. Alors vous dites que vous êtes autodidacte, donc vous avez voulu faire une école de commerce, vous avez fait prépa HEC, puis après, qu'est-ce que vous avez fait puisque vous avez tout arrêté? Alors je vais faire vite, mais c'est que du coup, effectivement, j'avais les ambitions, j'étais plutôt bon élève, j'ai fait une prépa HEC, j'ai intégré une école supérieure de commerce, comme on disait à l'époque, sur Paris, et puis je me suis vite ennuyé au bout d'un an parce qu'il y avait trop d'administratifs, trop la fiscalité, la comptabilité, je trouvais ça boring, comme on dit. Ennuyeux, voilà. Et c'est vrai que du coup, dans ces écoles-là, vous avez un stage à faire en première année. J'ai fait un stage dans une revue culturelle, ça n'a rien à voir. Donc j'étais chef de pub dans une revue, dans un journal, pour ça qu'on a quelques points communs. Et là, le rédacteur en chef est venu me voir au bout de 3 mois en me disant, écoutez, Karl, j'aime beaucoup ce que vous faites. J'avais 20 ans quand même. Il me dit, écoutez, est-ce que vous voudriez bien travailler directement? J'ai dit d'accord, donc j'ai sauté le pas. J'ai dit, moi, je veux bien, par besoin aussi, parce que ma maman
ma maman j'ai perdu mon père tôt, et donc j'ai été classé P3 pour service militaire. Bref, j'étais un cas social, j'avais besoin de manger, de gagner votre vie, rapidement, de loger ma mère et ma petite sœur. Hein. Et donc du coup, je me suis lancé dans le travail. Et puis comme c'était une revue culturelle qui dépendait de Jacques Lang à l'époque, le gouvernement a changé. Et puis du coup, la revue est tombée. Je me suis retrouvé au chômage une semaine. Où là, après, j'ai un ami, c'était un ami de mon père que je voyais une fois par an, qui me dit voilà, je suis dans l'accessoire métallique. Ma boîte, qui est un fabricant très connu, vient de déposer le bilan. Il était représentant. Je voudrais créer une société avec toi, puisque tu as fait une école de commerce. Alors je dis oui, je connais bien. Et donc à 20 ans, avec Jean, on a créé Acdis. Et lui était VRP, donc du coup il est commercial, il connaissait les clients. Il y avait encore beaucoup de maroquiniers. Et puis c'est comme ça que l'histoire a démarré. Sinistré. Et c'était surtout un secteur sinistré. Il n'y avait plus personne. En 94, il n'y avait plus personne. Toutes les usines fermées les unes après les autres. Alors Karl Lemaire, on va rappeler que vous êtes le dirigeant du groupe Acdis. Comment on fait pour vous contacter si on a envie soit de commander, soit de venir travailler avec vous? Alors, le meilleur moyen pour que je puisse prendre contact, qu'on puisse me contacter ou je puisse répondre, c'est le mail. C'est-à-dire que je suis tout à fait disposé à laisser mes coordonnées. Donc, c'est karl.lemaire@acdis.com. Acdis, accessoires distribution. Et là, du coup, je lis généralement tous mes mails. Je ne réponds jamais au téléphone. J'ai 2 assistantes, sinon, dans mes différentes sociétés qui prennent les messages, que ce soit chez Acdis, chez Daudet, chez Eurofac ou chez Pourcin. Le meilleur moyen, c'est le mail, où là, je sais que je les lis forcément, et je suis très difficilement contactable parce que je me protège. Enfin, dernière question, quel appel faudrait-il lancer pour vous, pour vos entreprises ? Les grands donneurs d'ordre, soyez conscients que nous avons en France de quoi réindustrialiser et nous avons de quoi fabriquer. Voilà, nos pépites françaises, vous en faites partie, et finalement, on les oublie. Voilà, appelez-nous, mais pas besoin forcément également d'innover. Vous voyez, je vous apportais par exemple une boucle à rouleau. Je ne sais pas où est la caméra, mais la boucle à rouleau, tout le monde connaît la boucle à rouleau. Quand je fais les journées du patrimoine et que j'explique que ces boucles-là, on en fabrique 200 000 pièces au jour, c'est-à-dire que vous en faites 1,5 million en une semaine, que c'est fabriqué à Paris, sur les bords du canal Saint-Martin, et que c'est en laiton, et que le laiton est tout aussi a le même cours en France qu'en Chine, que le prix est quasiment le même. Grand donneur d'ordre, quand vous commandez 500 000 boucles, contactez-moi à l'année, ou dans les deux. Les prix ne sont pas plus chers qu'en Chine, c'est ça que vous voulez dire? Absolument, parce que sauver des anciennes usines, c'est sauver l'outil de production. Et sauver l'outil de production, ça veut dire qu'on n'investit pas dans les machines qui peuvent pas pouvoir valoir 200 000 à 300 000 euros la machine. Or, quand vous sauvez une usine avec 50 000 euros, vous sauvez une usine, vous prenez possession de machines qui valent 400, 500 000 euros. Je dois aujourd'hui avoir 30 machines, une trentaine de machines dans mes différentes usines. Ça voudrait dire que je suis riche de 10 millions d'euros? Non, je suis riche de fabriquer et de concurrencer les produits chinois au travers de fabrication française. Et mon investissement, il est humain. En plus, il y a des emplois derrière. Exactement. Et du savoir-faire. Et puis, l'avantage, c'est qu'on peut aussi apporter un modèle et dessiner un nouveau modèle avec vous, j'imagine. Bien sûr. Alors, quand vous avez la maison Pourcin qui existe depuis 1830, on a à peu près 60 000 références. Alors, quand j'ai les stylistes, parfois de grandes maisons qui viennent avec leur propre modèle, je leur dis, écoutez, on va essayer de trouver un produit déjà existant, on va le modifier légèrement, mais chez Pourcin, on a à peu près 60 000 références. 180 ans de fabrication de boucles sur mesure, je peux vous dire qu'il y a un choix énorme. Merci beaucoup, Karl Lemaire, d'être venu nous présenter tout ça aujourd'hui au Bar de l'économie. Je vous propose de faire tout de suite une petite pause musicale et ensuite on va rentrer dans le thème de comment la production végétale peut travailler en faveur, bien sûr, de l'économie.